les gars, vous savez, en toute chose, quand on discute, il y a des noms qui inspirent confiance et des noms qui, au contraire, sentent bien le soufre. En littérature, par exemple, quand je vous dis Victor Hugo ou Émile Zola, ça va, vous êtes sur vos appuis, vous respirez bien, le ventre est relâché, c'est pépouze quoi. Mais si d'un coup je crie Jean Raspail, Là, vous avez le palpitant à 120. Jean Raspail, c'est énorme. Jean Raspail, si vous voyez vos mines déconfites, là, vous êtes pas serein. Là, vous vous demandez où on va. Là, vous vous demandez ce qu'on fait. Là, j'ai capté toute votre attention fébrile. Alors, ouvrez vos esgourdes. Après l'épisode sur la tchadesse de gauche ultime, Eugénie Marcon, il fallait que je vous jacte, pour compenser, d'un grand classique de la droite, Le Camp des Saints de Jean Raspail. Alors lui, c'est un peu le GOAT de tout un bord politique. C'est le roman qui avait prédit le déferlement d'une immigration massive sur la France et qui annonçait dès 1973 que l'humanité allait être confrontée, d'ici un siècle max, à un bouleversement culturel et démographique sans précédent. Et ce sujet, mené d'une main de maître par l'auteur, vous vous en doutez, il a provoqué un paquet de combustions spontanées dans le camp du bien, au point que si le livre sortait aujourd'hui, il y a gros à parier qu'il aurait la même espérance de vie en librairie qu'une idée hétérosexuelle dans la caboche de Micron. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, votre hussard favori n'hésite pas à se salir les mains et à vous parler d'un livre plutôt dérangeant qui n'a pas manqué de faire réagir des générations de lecteurs depuis sa parution, en bien comme en mal. L'épisode va donc être sportif et mouvementé, petit échauffement et puis on y va. Alors, que raconte ce roman aux allures de grandes fresques apocalyptiques à travers l'immense galerie de personnages qu'il met en scène comme autant d'acteurs d'une grande tragédie? Pourquoi, que vous soyez d'un bord politique ou de l'autre, ce livre est une vraie mine de culture et de références érudites à ciel ouvert que vous devez exploiter? Et qu'est-ce que la fascination collective à la limite de l'hypnose que cet opus exerce sur nos mirettes au XXIe siècle dit de notre rapport à l'autre et de notre inquiétude face à l'avenir? Et bah, toutes ces questions, elles guideront notre lecture du jour. Allez, souriez les gars. Je sais que vous vouliez depuis longtemps que je consacre un épisode à Jean Raspail, le pote de Sylvain Tesson et le grand pape de la provoque littéraire. Et bah maintenant vous l'avez. Alors abonnez-vous, aimez la vidéo, activez la cloche et passez sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Et puis sur ce, ICO marin d'eau douce, on embarque sur un beau voilier direction l'Inde et son Gange puant à la rencontre de l'armada de la dernière chance, de son capitaine beau parleur et de son fiston un peu particulier. Tout ça vous intrigue? Allez zou, on est parti hein. Hop hop hop, tu vas où là? T'as cru que c'était open bar ici? Et non, t'es en 2023 mon pote, et en 2023, qui dit youtubeur dit Panzouz Miller. Exactement, sponsoring. Alors si la vidéo te plaît, si tu découvres la chaîne et si ça te motive pour t'enquiller de la bonne littérature, passe sur le site de la Giberne, la maison officielle du Hussard. Tu y trouveras un magnifique catalogue de 1 livre, pour l'instant, d'autres viendront rapidement compléter ça, pas d'inquiétude, qui te permettra de rehausser un peu le prestige de ta bibliothèque sous perfusion de young adultes insipides. Et si tu aimes ce genre de bouquin, n'hésite pas à faire tourner l'info à tes amis / parents / otages que tu séquestres au fond de ta cave pour qu'ils aillent aussi soutenir le projet. D'autres bouquins sont déjà en préparation, alors qu'est-ce que tu attends? Rejoins le mouvement avant de finir plus has-been que Philippe Solers. C'est qui? Bah voilà, personne ne le sait. Alors hop, fonce sur www.lagiberne.fr et profite d'une littérature 100% validax par le meilleur influenceur de tous les internets. Et pour attendre ton colis, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Voilà. Mais de rien mon petit. Allez zou. Bon, alors le camp des saints, c'est avant tout l'histoire d'une misère collective et tragique, celle d'une partie des Indiens d'Inde, hein, pas des gonzes qui pourchassent les cow-boys avec des plumes sur le crâne, qui meurent de faim dans leur pays crasseux. Il bouffait même pas des patates, il crevait de faim, il travaillait comme un chien. Mais vous croyez qu'il avait la belle vie, lui? Au début du livre, une famine sévère et une indescriptible pauvreté règnent dans une bonne partie du sous-continent indien, et la plupart des parents, là-bas, ne rêvent que d'une chose, envoyer leurs gosses en Europe pour les y faire adopter et leur épargner la vie qu'eux, ils mènent sur place. Et ça, vous vous en doutez, c'est une situation très précaire d'un point de vue diplomatique et absolument intenable sur le long terme. Parce que le jour où les Européens décident de suspendre les adoptions, une vague de contestation pacifique se met en place et des centaines d'Indiens font le siège de diverses ambassades, et notamment de la petite légation de Belgique à Calcutta. À l'intérieur de ladite légation, à part le consul, se trouve un genre de BHL sans frontiériste qui s'appelle Balance et qui lui souhaite de tout cœur l'abolition des frontières et la venue de milliers, voire de millions d'étrangers en Europe. Et justement, en sortant du consulat indien, Balance y tombe nez à nez avec un père et son fils. Mais attention, hein, pas n'importe quel père et n'importe quel fils. Le père, c'est un colosse absolument indestructible qui gagne sa vie en pétrissant du caca pour en faire des briques et du mortier. Quoi? Répète? Ouais, c'est un maçon de l'excrément en somme. Et il en mange un peu au passage. L'autre fois, j'en ai mangé une chiasse. Voilà.
c'est dit. Et préparez-vous parce que son surnom dans tout le roman ce sera le coprophage. Voilà, bon appétit et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et si vous avez déjà la nausée, attendez de regarder sur son épaule. Vous y verrez son fils, un être difforme et invalide, aux bras en forme de moignon, à l'œil fixe et à la bouche béante, qui ne peut ni parler ni se mouvoir seul, mais qui semble doué d'un don surnaturel pour percevoir l'avenir et ce qu'il convient de faire. Bon alors Balance il tombe sur Laurel et Hardy version gueule cassée, et au lieu de fuir en hurlant de terreur comme toute personne saine d'esprit, il sympathise avec les deux pécores. Ensemble, Balance et le coprophage vont mettre au point un drôle de plan. Rameuter tous les Indiens miséreux de la région, les faire monter dans une centaine de vieux bateaux qui pourrissent dans le coin, et les faire naviguer jusqu'en Europe à travers l'océan Indien, le cap de Bonne-Espérance, l'Atlantique et la Méditerranée. Oh, eh ben voyons. 1 million de miséreux sur des rafiots de fortune sans expérience de la mer et avec la ferme intention d'envahir les 8 ou 10 plus grandes puissances mondiales, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Le coprophage s'improvise donc tribun et électrise les foules de mendiants qui peuplent les abords du Gange en leur promettant l'accès au paradis occidental. Et comme tous ces gens n'ont rien à perdre, quand il s'agit de s'embarquer, ils sont partants. Et bah génial, reste plus qu'à chourer des cargos tiens. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette déferlante humaine prend possession d'une centaine de vieux navires craquants que les Anglais ont laissé pourrir dans le delta du Gange et hop, direction l'Europe. Et à partir de là, le roman entier consiste en une description chronologique et méthodique des réactions occidentales et vous allez voir, même si le livre date de 1973, les ressemblances avec notre époque sont légion et éminemment frappantes. En France, déjà, tout le gouvernement, à l'exception d'un secrétaire d'État qui s'appelle Perret et du président de la République lui-même qui ne peut pas s'opposer publiquement à la quasi-totalité de ses ministres, il est composé de traînes savates bien pensants et favorables à l'accueil déraisonné de tous les migrants possibles. Donc, partant de là, mené par le ministre de la Culture, Jean Aurel, un espèce de croisement entre Malraux et Mélenchon, au lieu de se protéger contre cette menace qui approche lentement mais sûrement, les Français ne vont parler que d'accueil, de solidarité, de fraternité et d'humanité, bref, que des mots que nous connaissons bien. Que vous connaissez bien. Et cette affaire, elle ne touche pas que les politiciens. Toute l'intelligentsia française est sur la même longueur d'onde. Les journalistes sont en rang pour tirer des pipes, les artistes font des chansons à la gloire des migrants, les sociologues nous expliquent que tout rejet de l'autre est un crime honteux, et les historiens se radinent pour nous prouver que nous avons toujours été métissés. Ça vous rappelle quelque chose? Ne vous inquiétez pas, on va en rejeter un peu plus loin. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces petits milieux où l'opinion se façonne, se trafique et se marchande, ils sont partagés entre 3 types d'hommes. D'abord, des bons droitards qui rejettent l'arrivée des Indiens mais qui sont super minoritaires et inaudibles dans la cacophonie ambiante. Ensuite, le corps mou qui représente 90% des gens et qui se résume à des suiveurs passifs qui alignent leurs opinions sur le sens du vent. Et puis enfin, une petite minorité de gauchistes patentés qui haïssent la France, son histoire, sa culture et sa grandeur et veulent la voir périr. Ah, tout de suite des insinuations. Non, non. Et ça, c'est particulièrement visible dans le cas des journalistes, avec le personnage de Clément Diot, un gonze qui va à tout prix faire venir les migrants en France et dirige l'un des plus grands quotidiens nationaux, et son adversaire politique, le personnage de Mâchefer, un vieux briscard royaliste qui dirige un petit journal de droite moribond et inaudible, qui ne survit que grâce à sa gouaille et aux dons discrets de généreux mécènes, dont, c'est pas des lol, le président de la République lui-même. Vous savourez l'ironie. Et partant de là, les 2 tiers du camp des Saints sont rythmés par la progression de la flotte indienne, qui avance vers l'Europe sans que rien, ni la météo, ni la géopolitique, ni la diplomatie, ni les négociations, ne puissent la ralentir ou la faire rebrousser chemin. Et face à cette force lente et déterminée, se dresse l'hystérie européenne qui multiplie les galas en l'honneur des migrants, les chansons, les émissions de radio, les indignations publiques et les démonstrations de vertu. Moi je dis allons-y quoi. Et c'est ça qui est très fort, assez jubilatoire et définitivement crispant dans ce roman. Le livre met en scène une galerie de personnages issus de tous les milieux, depuis les plus populaires, symbolisés par le couple de Marcel et Josiane, un duo de French Dreamer triple dosé avant l'heure qui suivent les actualités et se soumettent mollement à la doxa ambiante, jusqu'aux plus raffinés comme le président ou le ministre de la Culture, en passant par les journalistes, les curtons, les immigrés plus ou moins assimilés, les universitaires, les diplomates, etc., etc. Et à mesure que la flotte approche, le roman vous permet de les suivre dans leur pérégrination mentale, passant de la surprise à l'approbation, de l'approbation à l'hystérie migrantophile, et de cette folie collective à la terreur. Et ouais, parce que bien sûr, si les Européens sont pleins de bons sentiments et de mots creux comme fraternité ou tolérance, les Indiens, pour eux, c'est pas le même Tandoori, hein. Les gonzes, ils viennent de passer 8 mois sur leur bateau pourri à traverser la planète en bectant uniquement du riz cuit dans leur propre urine grâce à la combustion de leur caca. Donc autant te dire que les petits dessins d'écoliers et les éditos bien pensants de Clément Diot, ils s'en tamponnent le coquillard. Et d'ailleurs, la pitié de l'Europe, les cargaisons de nourriture et les largages de médicaments, eux, ils en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est l'invasion de la France. Et plus ils approchent, plus les rares tentatives des Européens pour les arrêter montrent que les PNJ de l'espace Schengen ne sont définitivement pas prêts pour le boss final de la démographie qui s'apprête à leur débouler sur le rable. Ça va péter. Péter. Et ça, on va le voir par étapes. D'abord, il y a les Égyptiens qui menacent la flotte du coprophage pour qu'elle n'emprunte pas le canal de Suez. Du coup, les Gus font le tour par l'Afrique du Sud. Là, même si les Sud-Africains leur interdisent d'accoster, ils offrent des caisses de ravitaillement aux Indiens, qui aussitôt les rejettent à la mer. Et ouais, plouf, ils en veulent pas. Et idem plus tard au large de Sao Tomé et Principe, lorsque les Européens tentent un pont aérien.
plouf, 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 les colis finissent tous à la flotte comme la carrière politique de Valérie Pécresse. C'est sans appel. Nous sommes humiliés. Et quand les Indiens franchissent le détroit de Gibraltar, on retrouve dans le sillage de leur bateau 20 cadavres de blancs, qui sont les 20 seuls Européens qui avaient embarqué avec eux en Inde et qui les avaient aidés à lancer leur expédition. Zigouillé. Quick, game over. Vous le sentez que ça s'annonce mal l'opération Vivre Ensemble là ? Eh bah bingo. Lorsque la flotte débarque en Provence le jour de Pâques, en moins de 24 heures, c'en est fini de la France. Évasion de toutes les prisons, désertion massive dans l'armée, crimes de droit commun, exode sans précédent, effondrement du gouvernement, vol et dégradation divers, ainsi que plein de dingueries que je peux pas dire sur YouTube, c'est le menu des réjouissances. Ça fait beaucoup là, non? Les derniers droitards survivants, une vingtaine en tout, se retranchent dans un petit village de Provence où le nouveau gouvernement provisoire, encore plus gauchiste que le précédent, les bombarde. Voilà. Et pour finir le roman, on apprend que tout ce texte est raconté par un narrateur réfugié en Suisse, dernier bastion de l'ancien monde sur le point de s'écrouler avec l'ouverture de ses frontières annoncée pour dans quelques heures. La tragédie est donc totale et consommée. Le camp des saints, c'est l'histoire de la fin de l'Occident et ça finit mal. Enfin, mal. Tout est question de point de vue. Peut-être que BHL et Yann Moix regardent cette vidéo et approuvent le dénouement, je sais pas moi. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut penser de ce roman ? Déjà, incontestablement qu'il a tout pour faire enrager les aptères. Ce livre, de A à Z, c'est un peu le fantasme malsain du droit tardé qui se dit que l'Europe est à deux doigts d'étouffer sous le flux des populations étrangères qui déboulent dans nos équilibres pluricentenaires avec leurs vêtements chelous et leurs coutumes dégueux. Alors oui, ici les Africains de la vraie vie sont remplacés par des Indiens, mais à cette différence près, c'est la même limonade qu'on nous sert aux infos depuis des décennies. D'ailleurs, Jean Raspail, qui est mort en 2020, il en était très conscient, puisqu'il a préfacé la réédition de 2011 de son livre avec un texte qui s'appelle Big Other, vous noterez la référence à Orwell, dans lequel il explique que ce qui était de l'anticipation en 1973, c'est de l'actualité au XXIe siècle. Et là, il faut que je vous mentionne un détail glaçant du bouquin. À la fin, après le dernier chapitre, se trouve une annexe au livre avec 87 passages border du texte qui pourraient valoir à l'auteur un procès aujourd'hui. Et pourquoi n'a-t-il pas eu de problème avec les Gilbert ? Eh bah, pour une raison aussi simple que stupide, le bouquin est sorti avant la publication des lois limitant la liberté d'expression. Et comme ces lois ne sont pas rétroactives, Jean Raspail ne risque rien. Purée. From 87 motifs de plainte to 0 condamnation, Jean Raspail c'est le mec qui jouait sa vie comme une game hardcore de Minecraft avec 15 totems d'immunité dans l'inventaire. C'est assez bluffant comme perf. Et pendant que vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Mais alors, allez-vous me demander, qu'est-ce qu'il y a de si incroyable dans ce livre pour qu'il hérisse le poil de tant de gens ? Alors là, on rentre dans le domaine du subjectif. Mais un truc assez génial de ce texte, je trouve, c'est qu'il pointe sans faillir la lâcheté moyenne de l'occidental moderne. Mais alors quand je dis sans faillir, c'est vraiment sans jamais faillir. Tout le long des 400 pages du bouquin, le gars ne perd jamais de vue la mentalité des Européens et leur tendance à la turlute de l'occupant. Et le narrateur qui essaye d'expliquer en déroulant la chronologie des événements comment on a pu en arriver à cet effondrement rapide et général, il parsème son récit de cette phrase qui revient comme un leitmotiv, peut-être est-ce une explication ? Parce que oui, le livre propose bien des réponses à notre lâcheté, mais il n'en impose aucune. Et vous êtes libre de voir par vous-même, en tant que lecteur, ce qu'il faut penser de telle ou telle cause et quel poids lui donner dans l'équilibre général. Et ça, c'est une grande force du texte, parce qu'il fait appel à votre subtilité et à votre sensibilité politique pour juger et songer à ce qui rend notre civilisation si fragile. Bon, alors ça c'est pour l'aspect politique et polémique du bouquin. Mais côté style littéraire, ça vaut quoi ? Eh bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Le Camp des Saints, ce n'est pas le premier livre de Raspail, mais c'est son premier roman finalisé et publié. Donc on sent parfois, notamment dans certains passages au début, un parti pris presque journalistique qui peut étonner l'amateur de littérature. Quelle indignité. Mais cependant, ne vous inquiétez pas, ce sont là des bribes de romans peu nombreuses, et pour le reste, des références stylax sont en place par tout, à commencer par la Bible, avec une très forte présence de la religion dans tout le texte. Je peux pas tout vous lister là, mais entre les références à l'Apocalypse dans le titre du livre, les critiques à l'endroit des curés dans tout le roman, les références à la fin des temps dans les chansons de Clément Diot, ou la critique de l'œcuménisme qui sous-tend certains passages, on voit clairement que Raspail c'était un gars qui avait la foi, mais qui n'hésitait pas pour autant à critiquer salement les catholiques. Sa position est assez caustique et nuancée, elle vaut le détour que vous soyez de droite ou de gauche. Et pour le reste, c'est simple. La formule chimique du Camp des Saints, c'est un tiers de Rabelais avec des blagues sur le caca, un tiers de Victor Hugo avec des monstres humains difformes, un tiers de Léon Bloy avec des satires sociales poussées au max, et par-dessus, un zeste de Céline, un soupçon de Barès et un tout petit quartier de Kipling. Le tout se sirote bien frais, Coca bien frais, chacal. au calme, sans pression, et je vous encourage très fortement à tester le cocktail. Tiens, pour finir, vous voulez un détail qui tue ? La chute de l'Occident à la fin. Elle se déroule sur 24 heures seulement. Mais Raspail, bien sûr, il savait qu'un tel cataclysme lui prendrait bien plus de temps dans la réalité. Alors pourquoi ce choix ? Tout simplement pour le plaisir de glisser une petite référence à la règle des 3 unités au théâtre, en respectant, dans la dernière partie de son texte aux allures de tragédie bouffonne, une des règles qui a fait la grandeur du style classique. C'est lourd, hein ? Allez hop, prenez ce bouquin en description, peu importe votre bord politique, c'est un classique qu'il faut avoir lu pour pouvoir en dire quelque chose de sensé et ne pas répéter en boucle les fadaises des journalistes. Ça, il y en a marre. Je suis un samouraï, j'y vais, hein, donc vous allez voir.
Raspail, après ce premier roman, il a gratté bien d'autres textes sur d'autres sujets, notamment les voyages et l'Amérique du Sud, qui sont franchement bien et qui méritent toute votre attention. Pourtant, c'est bien par Le Camp des Saints qu'il faut le commencer, cet auteur. Pourquoi ? Parce que sinon vous entendrez parler de lui et vous ne saurez pas trop bien quoi penser de ce bouquin. En commençant par le livre le plus cité du gars, au moins, vous partirez sur des bases saines. De rien les gars. Et pensez au lien en description. Si l'épisode vous a plu, je vous encourage à vous abonner, à activer la cloche, à liker et à passer sur les réseaux sociaux, voire sur le fantasmagorique Tipeee du Hussard, qui vous régalera de contreparties exclusives. Merci par avance les gars, c'est vous qui faites vivre la chaîne et qui me permettez de ne pas me chauffer avec mon propre caca comme le coprophage. Alors faites votre BA, c'est important pour que je ne finisse pas comme El Pueblo. Sur ce, moi je laisse les irrécupérables gauchistes chouiner en commentaire et les droitards solides rire devant le déni de réalité de leurs contemporains, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars.